Maegovanen Melinnin, et bienvenue sur Rolyphonique. Rolyphonique, c'est un actual play, autrement dit des parties de jeux de rôle enregistrées par des rôlistes qui sont en l'occurrence aussi comédiennes professionnelles ou amatrices. Ici, pas d'image, nous ne captons que le son, parce qu'en vrai, nous pensons que ça permet une immersion encore plus profonde dans la fiction. Dans cette idée d'ailleurs, nous montons nos épisodes, ajoutons musiques et ambiances, afin que le résultat final ressemble le plus possible à un feuilleton radio. C'est pour ça que vous n'entendrez que très peu les joueuses, mais presque exclusivement les personnages et la narration. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Nous ne trichons pas avec le jeu. Nous ne nous arrangeons pas avec les résultats des jets de dés et rien n'est scripté à l'avance. Parfois, nous refaisons certaines répliques où il y a eu des bafouillis, des problèmes de son, un jeu pas top ou une formulation pas claire. On change rien au sens, on fait juste en sorte que ça sonne le mieux possible. Alors calez-vous confortablement, avec un casque c'est encore mieux. Fermez les yeux si vous pouvez. Et laissez l'écran de l'imagination créer les images du film. Une foule de soldats est en train de passer devant votre masse et celui qui les dirige tourne la tête vers vous. Et chacune et chacun d'entre vous a un frisson qui lui parcourt l'échine. Le loup à l'intérieur a les poils du dos qui se dressent et se hérissent lorsque vous reconnaissez ce visage sec, ces yeux gris profondément enfoncés dans leurs orbites. Et soudain, l'embrun vous caresse. Le vent fouette vos visages. Car les loups se transportent dans leur mémoire, la meute fait un retour en arrière. Et pour cet épisode, nous allons vivre ce qui s'est passé. Il y a à peu près 1500 ans de cela, lorsque vous étiez une bande de pirates qui sévissait du côté de la ville d'Agatetike, celle que l'on appelle maintenant Agde. Bienvenue dans la meute des loups de mer. Vous êtes sur un bateau, un petit bateau à la voile triangulaire, et vous revenez d'un pillage. La meute vient de chasser. Vous êtes en train de revenir vers votre camp, votre base. Elle est sur une petite colline qu'on appelle le mont de la Baleine. C'est une colline qui est entre la mer et un vaste étang et qui ressemble au dos d'une baleine. Plutôt que de chasser des bateaux, vous avez tendance à allumer des feux en haut de cette colline pour que les bateaux qui vont vers Agatha se perdent et se fracassent sur les rochers. Ensuite, vous allez aborder les grands bateaux qui sont là pour les piller et chasser. Et vous êtes en train de revenir vers votre colline, rejoindre votre alpha. Votre alpha est quelqu'un d'un peu particulier, puisqu'il refuse d'avoir un nom humain. La plupart du temps, il ne se fait appeler que par son nom de loup, Isengrin. Qui de vous quatre est en train de manier la barre du bateau? Qui est en train de diriger le bateau? Eh bien, c'est moi, Iolaos. À quoi ressemble Iolaos? J'ai un grand sourire et un peu de ventre. Je suis ravi à la barre. Je hume l'air et les embruns. Je suis heureux de revenir. L'un d'entre vous est à la proue du bateau, en train de surveiller que vous ne soyez pas trop proche des récifs, pas trop proche d'un haut fond, qui est en train de s'occuper de la navigation. Lequel des trois qui restent est en train de se charger de cela? Eh bien, c'est moi, Armoen, un jeune homme, plutôt frêle, mais très agile, avec des grands cheveux noirs attachés en queue de cheval dans le dos, et qui a l'œil très affûté pour repérer ce genre de choses. Il a beaucoup d'entraînement puisqu'il a passé littéralement quasiment toute sa vie sur un bateau. Parmi les deux qui restent, l'un ou l'une des deux qui restent est en train de s'occuper de la voilure, de monter et de descendre sur le mât pour être sûr que la voile soit affalée ou déployée comme il le faut. Qui s'en charge? Et donc c'est moi, Agneios, un homme d'une quarantaine d'années, probablement un des plus vieux de l'équipage. Il a le cheveu blanc, mi-long, le teint buriné et l'air pas commode. Pas commode peut-être, mais plus commode sans doute que le dernier membre de l'équipage de ce frêle esquif qui est en train d'aiguiser un couteau, tout en comptant et en estimant le butin que vous avez ramassé.
Mon humain actuel s'appelle Marius. Et comme moi, il aime bien voir les gens saigner. Surtout les autres. Il y a cependant une pièce de butin un peu spéciale. Dans un grand sac en jute, un peu spécial parce que ça bouge. C'est une femme, une jeune femme. Une jeune femme manifestement de la noblesse de Massalia que vous avez attrapée. Vous vous êtes dit, ça plaira à Isengrin parce que parfois un otage, ça rapporte beaucoup d'argent. Bon, l'équipage, ça rebouge. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais laissez-la respirer, la pauvre. Elle va pas s'enfuir de toute façon. Je suis sûr qu'elle sait pas nager. Et là, fais gaffe à ton tribord. Ça remonte un petit peu. Mais qu'on l'assomme, ça va là. Je sais pas, elle a peut-être soif. Moi, je suis assez d'accord. Excuse-moi Marius, mais la dernière fois que t'as assommé un otage, il valait plus grand-chose derrière. Allez, je m'en occupe. Approchez-moi le sac. Je fais mon affaire, elle s'enfuira pas. Tu l'assommes donc? Non, j'ouvre le sac, mais je reste vigilant à ce qu'elle puisse pas s'en aller. Alors, elle reste saucissonnée, par contre, elle hurle. Elle hurle comme une belle diablesse, mais il y a quelque chose que tout d'un coup tu ressens, tu sens, et tu te demandes comment ça se fait que vous en soyez pas rendu compte avant. Tu le sens à son odeur, il y a une odeur lupine sur elle. C'est une Neurie, comme vous. D'ailleurs, elle est dans une telle rage que ses liens commencent à se distendre un peu et tu commences à voir des reflets un peu jaunes dans le fond de son regard. Je crois qu'on va rigoler un peu. Mais je crois qu'elle est sur notre territoire. Je crois que c'est une Neurie en fait, les gars. Eh, venez les gars, venez. Comment? Mon loup se réveille un peu plus. Je pense que tout le monde peut monter sa prégnance d'un point. Alors je vous laisse décider de là où elle en était à ce moment-là. Personnellement, mon loup est resté attentif, étant donné la nécessité de vérifier si les hauts fonds n'étaient pas trop proches ou si des rochers ne venaient pas mordre le bois de la coque du bateau. Mais c'est vrai qu'en entendant ça, il va passer vigilant. Et c'est la même chose pour moi. Mon loup à moi passe au stade agité. Je redescends du mât très rapidement. Mon loup à moi est aussi agité. Et il ne faudrait pas grand-chose pour que je passe en révéler. Pas grand-chose, comme par exemple le fait de voir commencer des poils pousser sur le visage de cette jeune fille et son visage s'allonger pour prendre une forme de museau. Par exemple. Car effectivement, son loup à elle a maintenant une soif de liberté forte, une grande soif de liberté. Et si, effectivement, une jeune fille saucissonnée se noierait très probablement si elle se jetait par-dessus bord, un loup n'aurait aucun mal à nager. Je vais donc puiser dans le lien de meute pour me transformer immédiatement. Tu prends donc un dé dans le lien de meute. Cela ne prend que quelques secondes pour que Marius prenne la forme. Alors le loup, lui, n'a pas changé. Comment est-il déjà? C'est toujours la louve rouge éclat, avec une fourrure rousse extrêmement brillante et une très grande soif de sang. Et les trois autres, votre bateau semble soudain être trop petit parce que jusque-là ça allait, mais 3 humains plus 2 loups qui semblent prêts à en découdre sur un pont de ce qui est quand même un petit bateau rapide fait pour l'abordage, vous vous doutez bien qu'à 4 vous n'êtes pas sur une galère, ça commence à être très inconfortable. Que faites-vous? Je vais vous demander à chacun votre niveau en dominance, parce que c'est ça qui détermine l'initiative. Marius est à 3. Iolaos, c'est à 1. Agneios est à 1. Armoine est à 2. Très bien. C'est donc Marius qui va m'annoncer en premier ce qu'il fait à ce moment-là. Marius va donc tenter d'intimider la louve en face de lui. C'est donc un jet de dominance. Je vais lancer 3 dés car c'est mon niveau en dominance. Un dé supplémentaire grâce à mon vécu dépuceleur de Jouvencel. Mon aléobie qu'on mérite. Et j'ai -1 en niveau de difficulté parce que j'ai une spécialité en intimidation. Ça fait 2 réussites. Tu obtiens l'effet opposé. Vous voyez tout d'un coup la grande silhouette de Rouge Éclat. Rappelons encore une fois que le loup a la même masse que l'humain.
Ce qui fait que je pense que là, le rouge éclat de cette époque, tout comme le rouge éclat du Moyen-Âge, est un loup très costaud. Vous voyez sa queue tout d'un coup se plaquer entre ses pattes arrière, tandis que l'autre loup, qui semble être parfaitement révélé, vous le voyez de suite, se hérisse et commence à voir la bave. Vous savez que dans un instant, ce loup qui vient de se révéler va se jeter sur votre ami. Armoine, qu'est-ce que tu fais ? Armoine est assez tétanisé. Il est jeune et ça fait pas très longtemps que ses instincts lupins ont commencé à naître. Et c'est vrai qu'il sait pas trop où se mettre. Il voit ce qui est en train de se passer et il est en train de se demander si, en tant qu'humain, déjà de base, il n'a pas quelque chose qu'il pourrait faire. Il regarde autour de lui s'il n'a pas une corde qu'il pourrait essayer de nouer pour calmer cette bestiole sans forcément faire trop de dégâts. On est sur un bateau, des filins, hein, tu es un marin, tu dis jamais corde. Des filins, tu en as dans tous les sens, il n'y a aucun souci pour en trouver. Donc est-ce que tu essaies de te jeter sur elle pour la ficeler du mieux que tu peux ? Aussi stupidement que ça puisse paraître, oui. Très bien, c'est donc un jet de corps. Et comme vous l'avez constaté avec l'échec de Marius, 2 réussites ne vous suffiront pas. Donc encore, moi j'ai 3. Je vais utiliser mon vécu en tant que marin qui me permet d'être extrêmement efficace pour faire des nœuds. Et donc lancer mes dés. 1 réussite, donc c'est nul. Armoine se jette sur la louve, bondit sur son dos. L'effet positif, c'est que ça la retient de se jeter sur Marius. L'effet négatif, c'est que c'est lui qui prend. Et du coup, tu prends 2 blessures, mon cher Armoine, car un coup de croc est si vite arrivé. Iolaos, que fais-tu ? Mon sourire se fait un peu moins jovial maintenant qu'Éclair Noir a eu une idée. Je vire de bord immédiatement pour que la bombe du bateau passe par-dessus le pont. Vu que c'est la louve qui a l'ascendant, c'est elle qui est dessus. Si elle n'est pas attentive... Ça me semble pas mal, c'est quand même un jet de corps, il me semble. Allez, je te l'accorde avec esprit. C'est un jet d'esprit, mais... donc j'ai 4 dés. Pas spécialement de vécu. T'es pas bon navigateur ou quelque chose comme ça ? T'es un peu le barreur à la base. Allez, je suis le barreur, c'est vrai. C'est vrai. C'est parce que j'étais doué qu'on m'a mis à la barre. Alors, en avant pour un dé en plus. 0 succès. Eh bien, tu n'as pas réussi à pousser la barre et tu n'arrives tout simplement pas à virer de bord. Ou alors peut-être as-tu viré de bord, je te laisse le choix, mais comme vous êtes des bons marins, tu n'avais pas pensé que la fameuse bombe était déjà assurée et que donc elle n'a pas bougé. Que fait Agnéos ? Agnéos, fort de son expérience, de la meute, du loup, de la bête, fait le choix de se transformer en loup tout en restant aux commandes et veut s'interposer entre la louve et ses compatriotes, ses amis, son équipage, afin de se mettre en position de soumission pour lui faire croire qu'ils ne lui veulent aucun mal. Ce sont 2 réussites. Tu t'allonges, tu te mets sur le dos, tu montres ton ventre. Ça finit par réussir, mais pas aussi bien que tu le pensais et pas aussi vite surtout, ce qui fait que tu prends quand même une blessure parce que tu t'es fait un peu gnaquer. Avant que cette louve ne comprenne que tu te soumets et que autour d'elle, plus personne n'est réellement agressif envers elle à part ce gringalet avec sa corde qui est en train de s'en mêler un peu tout seul dedans d'ailleurs. Sans changer de forme, et vous voyez bien à l'éclat de ses yeux que c'est vraiment une louve qui vous regarde, elle s'assoit et elle se couche même et ne bouge plus, attendant de voir où vous la menez. Mais évidemment, les oreilles bien dressées, la truffe alerte, prête à bondir. Et vous voyez bien qu'en fait, Agnéos s'est un peu retrouvé à son propre piège et de petits malins qui voulaient l'amadouer se retrouvent plus ou moins otages. Que faites-vous maintenant ? Agnéos va essayer de doucement venir lui renifler la truffe. Immédiatement, tu te retrouves avec une mâchoire qui t'en serre la gorge, mais sans la serrer. Juste pour te faire comprendre, toi tu bouges pas. Petit couinement, pas en arrière.
les autres. Est-ce que Marius essaie de reprendre sa forme? Marius, en couinant, va aller bouder dans un coin. Lui, il voulait en découdre et il se fait battre par une fille. C'est nul. Iolaos? Je reste à la barre, c'est mon poste. De toute façon, je peux pas le quitter. Et puis, foutu pour foutu, j'éclate d'un grand rire en espérant peut-être détendre un peu l'atmosphère. Armoine a échangé de nombreux regards avec Iolaos tout en se palpant un petit peu les différentes blessures qui s'étaient mangées sur le corps. Il va s'asseoir à côté d'Iolaos au niveau de la poupe tout en gardant son regard bien posé sur cet animal nouveau. Et c'est donc cet étrange équipage avec 3 loups et 2 humains. Un loup dont la gorge est saisie par un deuxième, un troisième loup qui boude à la proue du bateau, un jeune homme apeuré et blessé, un vieux baroudeur méfiant qui accoste au pied de cette colline, pas loin de l'entrée du gros qui mène à l'étang qui est juste derrière, pour rejoindre votre alpha. Quelques jours plus tard, l'ambiance a déjà beaucoup changé dans la meute depuis que Isengrin a immédiatement adopté comme sa compagne j'aimerais dire prisonnière, mais vu comment vous êtes arrivé, qui était le prisonnier de qui est un peu flou, que vous avez ramené. Jamais vous n'avez été autant félicité par votre alpha pour une prise. Bien sûr, il n'est pas question de demander une rançon, mais vous avez en quelque sorte gagné une nouvelle alpha. Et il y a quelque chose d'apaisé chez Isengrin. Depuis que la mère des louves, car c'est le nom de cette louve, la mère des louves, est ici et son côté maternel s'est très vite répandu sur vous. Et elle vous a charmé. Charmé dans le sens, très vite, cette louve est venue vous prodiguer conseils, soutien, de bons mots. Il est très douloureux et voire dangereux pour un Neuri de ne pas avoir de meute. Ça peut être mortel car sans ces connexions, cette sociabilité, eh bien les Neuris ont tendance à devenir rapidement fous et incontrôlables. Dangereux pour eux, pour leur environnement et très vite cela en fait des proies car les humains se mettent à les chasser. Elle n'en a pas beaucoup parlé, sa meute à elle a été éradiquée et elle s'est retrouvée à fuir sur ce bateau. Et retrouver une nouvelle meute, un nouveau compagnon, a été une bénédiction. Le nom de l'humaine dans laquelle la mère des louves habite est Anteia. Mais il y a un problème. Nous sommes au petit matin, le soleil vient de se lever. Vous êtes autour du feu parce qu'il ne fait quand même pas très chaud. Au sommet de la montagne de la Baleine, vous êtes tous les 4, plus 2 autres membres de la meute, Wilhelm et Antonius. Et vous discutez, parce que depuis que Anteia est arrivé, eh bien vous n'avez pas chassé une seule fois. Et vous commencez à vous ennuyer ferme. Sachant qu'Isengrin vous a formellement interdit de mener la moindre expédition sans son autorisation expresse. Et donc nous vous retrouvons, quelques semaines plus tard, donc autour de ce feu, à discuter de ce que vous pouvez faire pour changer la situation. On a marre des semaines qu'on n'a pas bougé d'ici. En plus, on n'a plus rien à bouffer là. Moi j'ai envie d'avoir de la vraie viande. Je suis d'accord avec toi, j'ai jamais vu Isengrin comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive ? On devrait partir. Il y a du gibier pas loin, ça sent, je le sens d'ici, on sent. Là, on se fait un petit feu, on se mettrait sur le bord de la falaise, on ferait un grand feu. Bon, discrètement, peut-être qu'un bateau viendrait. Il est là, on irait le chercher.
Nous en voudrez pas, Isengrin. Mais même sans aller jusqu'au bateau, si déjà au moins on pouvait aller, je sais pas, choper un truc, un lapin, n'importe quoi. Enfin, à un moment, il faut qu'on se dépense. C'est pas possible de laisser autant de loups avec si peu d'activité. Isengrin nous a juste interdit de chasser les bateaux. On n'a qu'à aller à la ville. Ah, ça c'est pas une mauvaise idée, dis donc. Ah, t'as pas tort, après tout, on reste dans ce que notre alpha nous a dit. Enfin, allez, on y va. Wilhelm est d'accord avec vous, mais Antonius est pas chaud du tout d'aller. Il dit que je suis pas sûr que Isengrin, il aime pas trop les. Ouais, mais c'est pas exactement ce que t'as dit de pas faire. Alors du coup, on a le droit de le faire. Franchement, les gars, vous êtes sûrs de votre truc là? On va rien faire de mal. On casse un ou deux tabourets sur des citadins enivrés. On s'amuse. Au pire des cas, si tu veux, on peut, je sais pas, se déguiser. On met un chapeau comme ça, ils pourront pas dire que c'est nous, hein. Puis, si tu viens pas avec nous, moi je me ferai un plaisir de dire à Isengrin que l'idée venait de toi. D'accord. Et là, tu sens que dans son regard, il y a un ça, tu vas le payer, mon gars. La ville la plus proche, qui n'est pas très grande, c'est Agatha Tiké. C'est la principale victime de vos attaques, puisque ce sont les bateaux qui entrent ou qui sortent de son port que vous attaquez principalement. C'est donc là que vous décidez de vous rendre. On aimerait bien qu'il y ait du grabuge. Ouais. Est-ce que vous utilisez l'habile subterfuge proposé par Agneios consistant à vous déguiser d'un chapeau? Moi, je pense que si Iolaos, le plus malin d'entre nous, pense que c'est une bonne idée, c'est qu'il faut faire ça. Et ça tombe bien, je pense que c'est une bonne idée. Donc nous vous retrouvons quelques heures plus tard au pied de la forteresse de basalte construite par les Grecs, pas très loin du port, qui est bâti en bonne partie en fait le long du petit fleuve qui a son estuaire ici. Évidemment, c'est un port, c'est actif, il y a des marchands, il y a des gens qui crient, il y a des auberges comme dans tous les ports. Il y a aussi une petite milice des soldats qui défendent ce petit port. Que faites-vous ? Moi, j'ai très envie d'en découdre, mais avant ça, il faudrait aller tricher au dé dans une taverne, s'enivrer, être sûr que mes compagnons se soient moins méfiants sur le fait que j'ai envie d'en découdre pour que ça puisse se passer. Donc, je vais discrètement suivre le mouvement pour l'instant. Pour ma part, mon loup a été restreint pendant suffisamment longtemps pour que, à peine arrivé dans un endroit où il y avait vraiment du monde, il monte un peu en prégnance. Il est donc agité. Il y a donc des petits reflets jaunes qui commencent à briller au fond de ton regard, et il t'arrive involontairement de lâcher un petit grognement ou jappement par-ci, par-là. Pour ma part, Armoine a tendance à suivre à cette époque-là. Mais il sait aussi qu'on peut faire confiance à sa capacité d'observer ce qu'il y a autour. Alors il se met naturellement dans une position de guet, de vouloir observer autour pour savoir quelles pourraient être les menaces pour ce groupe. Ce n'est pas encore un gardien comme il pourra le devenir plus tard dans une prochaine vie, mais c'est déjà un personnage qui aime observer ce qui se passe. Bon, tu te souviens, Agneios ? Quand on joue au dé, tu t'arranges une fois pour gagner, une fois pour faire gagner Marius, une fois pour me faire gagner moi. Comme ça se voit vachement moins. D'accord. T'es sûr que tu veux te contenter d'aider, là ? La taverne. La taverne. La taverne. Et ça tombe bien parce que devant la taverne, il y a un personnage universel qu'on a retrouvé dans de très nombreuses tavernes, dans de très nombreux marchés, à travers toutes les civilisations et toutes les époques. Celui qui fait du bonneto. Il a 3 gobelets, il a un denier en argent,
Et il faut trouver où est le denier en argent, sous quel gobelet, devant les gogos qui viennent d'Athènes, qui viennent d'Étrurie, qui viennent d'Égypte, et qui se font tous piller dans leur monnaie locale, et qui partent tous en abreuvant et en vous apprenant des injures qui viennent de tout le monde méditerranéen. Hey, mais voilà des gens qui ont l'air malins. Oh là là là, je sens qu'aujourd'hui je vais perdre de l'argent. Hé, monsieur, dit-il en montrant Iolaos, je sens que vous avez un œil de lynx, un flair imparable. Bon, je prends le risque quand même que vous gagniez de l'argent contre moi. Alors, il est où le denier ? Il est où le denier ? J'ai un petit rire avant de lui répondre. Est-ce que là j'ai assez de pièces dans ma main pour jouer ? Oh, mais le premier coup est gratuit et je vous donne cette belle pièce en argent si vous le trouvez. Regardez, hop, hop. Et évidemment, là, c'est le premier coup, c'est très facile, il ne triche pas du tout. Eh bien, je renverse quand même le mauvais gobelet. Et oh, bah, ce n'est pas un retour de chance pour monsieur. Heureusement, celui-là était gratuit. Est-ce que vous êtes prêt à lancer votre première pièce dans la bataille ? Oui. Je sais pas trop combien celle-là, si elle le vaut beaucoup ou pas. Ça suffira. Je suppose que t'as mis une pièce qui valait pas mal d'argent. Oui, bien sûr. Et il me dit donc, ça suffira. Ça a plus trop court, mais pour la première, c'est presque comme si c'était gratuit comme ça. Ah, il est où le denier ? Il est où le denier ? Eh ben, en fait, tu peux me faire un petit jet d'esprit pour voir si tu vois, il est où le denier ? J'utilise ma relation avec Iolaos afin de l'aider. Iolaos étant la personne sur laquelle je peux vraiment compter au sein de notre équipage. Donc du coup, moi j'avais la même idée que Kaniaios concernant le fait que je pourrais, avec mes sens, aider Iolaos pour voir où est l'arnaque. Mais quand je vois que tous les deux commencent à travailler de connivence pour arnaquer l'arnaqueur, j'ai aussi l'habitude de ce genre de personnage pour savoir que moi, personnellement, il serait pertinent que je commence à regarder autour qui sont les complices et qui pourrait nous chercher des noises. Tu repères assez aisément les deux brutes qui sont très probablement les encaisseurs de clients mécontents qui se tiennent nonchalamment au coin de l'auberge près d'un tonneau d'eau. Ils discutent l'air de rien en jetant un petit coup d'œil ici et là. Et tu repères également le pickpocket qui est sans doute le complice de l'homme. La foule n'est pas encore assez grosse pour que vraiment ils viennent travailler, mais tu vois qu'il est en attente que plus de gens se regroupent pour pouvoir éventuellement couper une petite bourse ou deux. Je vais garder tout ce beau monde à l'œil. Eh bien vas-y, fais-moi ton jet. C'est 2 succès. Ça passe sans problème, effectivement. Il a utilisé quelques petits tours, tu l'as vu, hein, un petit glissé de pièces rapide entre deux gobelets, mais rien de très complexe. Ah bah ça, j'ai de la chance, hein. Vous avez vu qu'il y a déjà un petit tic sur sa bouche qui a montré que il est un tout petit peu agacé par ce qui se passe. Et alors le monsieur, il va faire le kit ou double, il va pas faire le kit ou double? Ah bah là, j'hésite. J'y vais. J'hésite un peu, mais bon, allez. Moi, je vais profiter de la scène pour traîner Wilhelm avec moi à l'intérieur de la taverne. Ça a 2 avantages. Le premier, à l'intérieur, il y a de l'alcool. Le deuxième, quand ça commencera à s'agiter dehors, on pourra faire en sorte que ça s'agite plus fort dedans pour faire diversion. Wilhelm est évidemment fort volontaire pour aller là où il y a de l'alcool. Je reviens vers vous de suite, Wilhelm et Marius. On va juste faire le kit ou double qui se passe dehors. Salut les nazes. Et il commence à agiter les gobelets, et là tu vois qu'il déploie son talent, ça bouge dans tous les sens, on est là, et il est là, il regarde, hop, vous voyez, il est pas au fond, il est là, il est ici, hop, 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 il est où le denier? Bon, là, je suis embêté, parce que j'ai bien suivi le mouvement, je sais qu'il est dans la manche. Du coup, je fais comment? Je regarde l'homme avec mes yeux légèrement jaunes. J'esquisse un sourire et je gronde. Et qu'est-ce qu'il a lui? Eh bien, je profite de la petite diversion avec le premier denier que j'ai gagné. Je renverse un des 3 et paf, je pose le denier qui vient de me donner. Eh ben, je crois qu'il est là, j'ai de la chance, 2 fois de suite, dites. Là il se lève et dit, eh dis donc, tu crois m'arnaquer comme ça? Là il y a les 2 grosses brutes derrière qui se lèvent, et c'est à ce moment-là qu'il y a du barouf à l'intérieur. Parce que, en fait, Wilhelm, il a compris ton plan, mais il a trouvé qu'il était trop élaboré. Vous êtes entré dans la taverne,
Tu as commandé à boire et tu as vu Wilhelm taper gentiment sur l'épaule d'un gars. Et le gars lui dit oui, et là Wilhelm lui a mis un pain. Il te regarde, il dit bah quoi, tu veux la bagarre et la bagarre? Parce qu'évidemment il a choisi quelqu'un dont il avait bien vu qu'il faisait partie d'un équipage, et donc tout l'équipage se lève comme un seul homme. Ah, merci Willem, toi t'es un vrai copain. Cool! Il prend le gars et il le jette sur ses copains. Et moi je vais prendre le tabouret du gars et je vais aussi le jeter sur ses copains. Donc c'est une bagarre générale dans l'auberge. Et dehors, parce qu'il y a les deux grosses brutes, c'est pas qu'ils vous considèrent vraiment comme des tricheurs, c'est qu'ils considèrent que vous avez perdu et que donc tout votre argent leur revienne de droit. C'est marrant parce que nous, on considère qu'on a gagné et que tout leur argent nous revient de On droit. va donc résoudre cette bagarre générale dedans et dehors par un petit jet de combat. Donc, qui a le plus en dominance dans votre groupe? Il me semble donc que c'est Marius. Il me semble aussi. Est-ce que tu prends des dés dans le lien de meute? Je pense que je n'en ai pas besoin. De toute façon, tu auras au moins un dé supplémentaire qui représentera le soutien actif de Wilhelm. J'avais aussi pris à la création un vécu bagarreur de taverne au niveau 2. Ça va voler. Armoine, est-ce que tu prends des dés dans le lien de meute? Je vais en prendre un, oui. Très bien, serre-toi. Et dis-moi ce que tu comptes faire. Alors, Armoine, il est plutôt du genre rapide et fourbe. Il va pas donner des coups qui vont faire mal, mais il va donner des taquets qui vont être très dérangeants et qui vont permettre à ses autres acolytes de donner des coups qui vont faire mal sans pouvoir être parés. Donc, vu qu'il est pas loin des deux brutes, il trouve rapidement quels sont leurs points faibles, leurs jambes qui boitent un petit peu, et il va taper là où c'est désagréable. Agneios, est-ce que tu prends des dés dans le lien de meute? Je vais en prendre un. Et qu'est-ce que tu te proposes de faire? Agneios n'est pas une personne très forte. Il est un peu vieux, l'air de rien. Cependant, il a une très très bonne résistance physique et il était déjà en train de, d'intimider tout ce beau monde. Les yeux jaunes, les grondements, le petit sourire en coin. Il va continuer sur cette lancée et s'il peut placer un coup correctement, il l'utilisera. Il ne faut pas oublier que Agneios est pirate et que donc il sait se battre. C'est un vécu. Et enfin, Iolaos, est-ce que tu prends des dés dans le lien de meute? Je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu te proposes de faire? C'est Éclair Noir qui peut enfin faire mal. Et du coup, je vais bondir sur le bonneto. Pour le saisir, moi aussi dans les parties tendres et charnues, le genre qui le déciderait à lâcher sa bourse. Oui, quand on tient les bourses, on lâche sa bourse. Eh ben, vous allez me résoudre tout ça, faites vos jets. Pour Marius, c'est une seule réussite. Pour Éclair Noir, c'est 4 succès. Pour Agneios, on en a 3. Eh bien, Armoine est définitivement un meilleur observateur que combattant, avec 0 réussite. Dans l'auberge, la bagarre se passe bien. Une seule réussite, certains diront que c'est faible, mais c'est largement suffisant pour venir à bout d'une bande de marins qui n'étaient pas vraiment venus pour ça et qui sont pour la plupart éméchés. Surtout que tu as une aide de poids en la présence de Wilhelm. Et d'ailleurs, Wilhelm, c'est un peu mon poteau. Je trouve qu'il est pas très futé, mais alors qu'est-ce qu'il se bat bien? Ça ne dérange même pas ce qui se passe à l'extérieur, car Éclair Noir n'est pas dérangé du tout par la personne qui passe à travers la fenêtre juste à côté de lui. Lorsqu'il attrape le vendeur de bonneto, le saisit par les bijoux de famille, lui fait une clé de bras au passage, et tu n'as même pas besoin de lui demander sa bourse, puisque tu l'as récupérée dans le même mouvement. Maintenant, la seule question, c'est qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Je crois que je vais le faire chanter un peu. Métaphoriquement ou pas? Oh, pas du tout. D'accord, donc il se découvre des talents de chanteur lyrique. Qui eût cru qu'il était soprano? Il a fallu que tu modères ta force, parce que tu t'es tourné tellement brutalement vers les deux grosses brutes qui protégeaient le joueur de bonneto qu'ils ont fait un pas de recul. Et finalement, tu as dû reculer toi-même pour leur laisser l'occasion de se rapprocher et leur mettre un vilain pain à chacun. Et c'est malheureusement là que Armoine s'est pris lui-même
par ricochet, un coup perdu. Il n'a jamais trouvé l'entrée dans la mêlée. Et du coup, un petit coup de coude qui t'a pas fait mal, hein, vraiment, mais c'est juste un peu vexant. Seulement à l'ego. Pour un petit œil au beurre noir, peut-être, mais qui ne se retranscrit pas par une vraie blessure. Mais voilà, tu t'es senti un peu inutile. Et évidemment, comme dans toute bonne bagarre qui se respecte, c'est à ce moment-là que vous entendez les vrais gardes, les soldats de la ville qui s'approchent en hurlant « Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez-vous immédiatement !» qui ont été appelés par un passant et un bon citoyen. Que faites-vous? Je me tourne courageusement vers Agneios. Bon, je propose qu'on aille voir ailleurs si on y est là, non? De toute façon, je vous suis. Hein. Mais vous faites quoi de la personne qui est à l'intérieur? Parce que ça brasse à l'intérieur. Hein. Je m'approche de la porte de la taverne, je l'ouvre en grand et je siffle. Wilhelm, qui est un loup bien poli, répond forcément au sifflement et se dirige vers toi avec un homme sous le bras et une amphore de vin sous l'autre. Je vais récupérer l'homme au passage, prendre sa bourse, la lancer à l'aubergiste pour le remercier de nous avoir divertis et suivre le mouvement. Faites-moi toutes et tous un petit jet de corps pour échapper à la garde. C'est raté pour moi. Arwen, c'est pas sa soirée non plus. Hein. Une réussite. Une réussite. Marius, Agneios, vous partez d'une belle foulée. Vous commencez à prendre de la distance, mais très rapidement, vous voyez qu'il manque 3 de vos camarades. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites demi-tour pour aller les récupérer? Parce que vous voyez que la garde commence à les cerner et vous voyez, ce sont un peu des espèces de soldats grecs, quoi. Alors, ils n'ont pas vraiment des soldats grecs lourds, mais ils ont un petit bouclier, une lance, une épée et ils commencent à les mettre en joue avec leur lance. Oh non, ils sont encore en train de s'amuser sans nous. Bon, on y va. Donc, pendant ce temps, les 2 autres, plus Wilhelm, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous rendez à la garde ou est-ce que vous résistez à la garde? Un peu des deux, je crois. Là, c'est mon loup qui commence à se sentir un petit peu acculé et qui, du coup, va commencer à prendre les décisions à ma place. Et là où Armoen a tendance à vouloir rester assez passif, ce n'est certainement pas le cas de Bailly d'Argent. Les choses prennent une tournure plus sérieuse tout d'un coup, quand, un peu derrière les gardes, un marin qui se tenait là vous pointe du doigt et dit « Je les reconnais, c'est eux qui ont attaqué mon bateau il y a 1 mois. » Et que les gardes disent « C'est les loups de mer. » Et là, les rangs se resserrent et vous entendez un appel immédiat pour que les renforts arrivent. On les tient. Maintenant, ils ont peur de nous. Pas du tout. Tu le vois immédiatement. Ils sont au contraire bien plus motivés et vous pensez que il y a peu de chances que vous parveniez jusqu'à une cellule, que le jugement se fera plutôt ici et maintenant, et que la sentence est déjà donnée. Je vais utiliser un dé dans le lien de meute afin de me transformer immédiatement. Alors là, pour le coup, il y a un mouvement de foule. Parce que beaucoup de gens partent en hurlant, en voyant une personne se transformer en loup au milieu de la rue. Mais certains gardes courageux s'approchent et eux sont équipés plus lourdement. D'ailleurs, vous voyez plusieurs personnes commencer à prendre un petit arc, mais surtout des frondes pour pouvoir commencer à vous tirer dessus. C'est un round de combat, nous allons refaire l'ordre de dominance. C'est Marius qui commence. Est-ce que ta prégnance augmente? Mon loup était déjà agité et clairement, ça va bastonner sec. Donc, il passe en révélé. C'est donc Rouge Éclat qui prend le contrôle. Donc, que fait Rouge Éclat? Rouge Éclat aime bien être le centre de l'attention. Je vais donc hurler à la mort avec mon corps d'humain et foncer dans le tas pour essayer de disperser le mur de garde qui est en train de se former. Très bien. Je considérais que c'est quand même un jet de dominance et plus une espèce de forme d'intimidation active que tu fais. Est-ce que tu prends des dés dans le lien de meute? Oui, je vais en prendre 2. Armoen, est-ce que ta prégnance augmente? Oh oui. Justement, c'est ce que je disais. Bailly d'Argent a repris le dessus assez rapidement.
se rend compte de la situation et a décidé de prendre les devants. D'autant que son ego est plus facilement blessé que celui d'Arwen. Et oui, il va se battre. Fort et vite. Prends-tu des dés dans le lien de meute? Oui, je vais en prendre 2. Agneios, est-ce que ta prégnance augmente? Évidemment. Est-ce que tu prends des dés dans le lien de meute? Non, je pense pas que j'en ai besoin, non. Éclair noir, est-ce que tu prends des dés dans le lien de meute? Je pense que je vais m'en sortir sans. Très bien. Alors quand le loup est révélé, la prégnance baisse quand le loup atteint un certain objectif. C'est à chacun et à chacune d'entre vous de définir quel est l'objectif immédiat de votre loup, en fait, qui lui permettra de se calmer un peu et de redescendre à l'arrière de l'esprit de l'humain. Rouge éclat? Pour Rouge Éclat, c'est clairement de créer assez de chaos pour qu'on puisse échapper au pire. J'ai l'impression qu'on est menacé en tant que meute. Très bien. Très bien. Donc c'est s'enfuir, mais en faisant quand même beaucoup de bruit. Oui, et en faisant saigner des gens si c'est possible. Très bien. Éclair noir. Moi, je veux voir la peur dans le regard d'au moins un des gardes. Très bien. Truffe agile. Je veux manger, si possible, en libérant ma meute. Bailli d'argent. Pour Bailli d'Argent, la meute semble être en danger. Et c'est un protecteur. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc c'est protéger ta meute en attaquant. Exactement. Eh bien, faites vos jets. Je fonce sur le mur de garde en train de se former en hurlant de tous mes poumons. Ça, plus le loup qui m'accompagne, suffisent à éparpiller un peu la vigilance des gardes qui baissent leur défense. Celui qui avait un arc, il a tourné la tête un instant de trop et maintenant je suis sur lui. Je tiens son arc d'une main et je vais pour le mordre avant de me rendre compte que je suis sous forme humaine. C'est donc mon front qui frappe son nez. Truffe agile, donc, un énorme loup brun se retrouve au milieu de la rue. Dans la cohue générale, voyant les humains qui l'accompagnent attaquer, les têtes se tournent de droite et de gauche et peut-être que plus tout le monde ne le voit. Alors il en profite pour se fondre dans une ombre, contourner le mur de garde, trouver le garde le plus gros, se jeter sur lui, mettre son museau sous sa cotte de maille et l'éventrer en faisant gicler du sang partout sur tous les gardes qui l'entourent. Bailli d'Argent est quand même conscient des faiblesses physiques de son humain Arwen, mais va profiter de ce petit spectacle sanglant pour s'attaquer au contraire aux plus faibles des gardes. Et la faiblesse des armures des soldats grecs, c'est que les articulations sont totalement visibles. Bailli d'Argent va donc décider de briser l'une de ces articulations pour faire tomber un des soldats. La mêlée s'engage et manifestement vous avez le dessus. Assez rapidement, certains d'entre vous, notamment ceux qui sont sangreloups, commencent à un peu perdre le contrôle car le sang provoque une ivresse. Et la ville bascule dans le cauchemar quand vous avez des renforts. Car celui qui n'avait pas voulu vous suivre a bien fini par cafeter. Et Isengrin, ce grand loup noir, dont vous n'êtes jamais sûr qu'il soit pas plus gros que l'humain, déboule dans la rue en hurlant. Ce sont 3 nouveaux loups qui attaquent la ville d'Agatha. Et Isengrin, lui aussi, est sangreloup. Peut-être encore plus que n'importe quel autre loup, et c'est un cauchemar barbare qui se déroule là. Probablement un cauchemar dont seuls les humains se souviendront comme d'un cauchemar, mais qui pour vous sera un soulagement. Une débauche d'énergie dépensée. L'assouvissement de votre nature profonde de prédateur, car il n'a pas été facile de vous empêcher de faire ce que vous faites de mieux, poursuivre les fuyards, car c'est tellement plus drôle que juste de mordre des gens qui sont sur place.
Pendant 1 heure, vous courez à travers la ville, jusqu'à ce que retentisse un hurlement. Le hurlement d'appel d'Isengrin vers la porte de la ville. Et tous au plus profond de votre instinct, que vous soyez sous forme humaine ou sous forme de loup, vous répondez à cet appel. Mais tous les 4, plus Hurle-Lune et Échine d'écume, lorsque vous arrivez en trottinant vers la porte, c'est un Isengrin hérissé, l'écume aux lèvres, qui se présente devant vous. Car devant lui, transpercé d'une flèche, gît le corps de la mère des louves. Et ses yeux deviennent rouges ardents en vous regardant. Vous sentez la folie, vous sentez qu'il n'est plus votre alpha, vous sentez qu'il est un carnassier qui ne demande qu'une chose, vous dévorer. Et il gronde, et dans ce grondement, vous entendez des paroles humaines. Je dévorerai vos âmes. Et il se jette sur vous. C'est à ce moment-là que vous avez tous su que une page de la vie de votre meute venait de se tourner définitivement. Déjà, si vous contempliez la petite ville d'Agatha, vous compreniez immédiatement qu'avec le massacre que vous veniez de commettre, vous veniez de perdre votre territoire. Plus jamais vous ne pourriez chasser ici. Tous les humains de la région et au-delà vont se mettre à vos trousses, il va vous falloir changer de lieu. Vous saviez que vous veniez de perdre votre alpha, puisque celui-ci grondait et s'apprêtait à se jeter sur vous pour vous dévorer. Rouge éclat, prends-tu des dés dans le lien de meute ? Je vais déjà en dépenser un pour me transformer en loup. Et ensuite, oui, je vais prendre un dé dans le lien de meute. Éclair noir, prends-tu des dés dans le lien de meute ? Moi aussi, j'en prends un pour me changer en loup. Et je ne prends pas de dés dans le lien de meute. Truffe agile, prends-tu des dés dans le lien de meute ? Non. Bailli d'argent, prends-tu des dés dans le lien de meute ? Bailli d'argent est terrifié, il ne prendra pas de dés. Manifestement, Isengrin a compris qui était le leader de cette rébellion, la personne qui a le plus de dominance, et c'est donc en premier lieu sur Rouge éclat qu'il va se jeter. Parfois, vouloir attirer l'attention n'est pas une bonne chose. Vous allez toutes et tous faire vos jets de corps, c'est du combat, il n'y a rien d'autre à faire. Annoncez-moi maintenant le résultat de vos jets de dés. Bailli d'argent, Une réussite. truffe agile, Une réussite. éclair noir, Une réussite. rouge éclat, 7 réussites. sacre bleu. Le problème, pour 3 d'entre vous, c'est que Isengrin est un adversaire bien trop formidable pour vous. Le combat fut épique. Le combat fut légendaire. La ville fut dévastée. Jusqu'à la nuit, les loups se sont battus dans la ville d'Agatha. À la fin, il n'en resta qu'un. Il se nommait Rouge éclat et hurla à la lune devenue sanglante. Il hurla, galvanisé par la victoire. Il hurla, terrassé par la douleur d'avoir perdu toute sa meute. Car 6 autres loups gisaient, répartis dans la ville. La mère des louves, éclair noir, truffe agile, bailli d'argent, hurle-lune, échine d'écume. Tous terrassés par Isengrin. Isengrin, lui, a été vaincu. Vaincu par la meute, vaincu par Rouge éclat, mais pas tué. Il a fui, traînant ses entrailles ouvertes.
Ce sont toutes ces images de cette aventure que la meute, en ce jour d'été 1209, a revécu en l'espace d'un instant lorsqu'une troupe de soldats est passée devant votre masse, dirigée par un capitaine. Comment a-t-il le même visage qu'il y a tant de siècles ? Ce visage buriné, ce visage de marin, avec ses yeux gris profondément enfoncés dans les orbites aux reflets un peu rougeâtres. Isengrin. Et maintenant, je vais, en plus, devoir révéler un secret de Bailly d'Argent, un secret d'Armand. Car Armand a un fils. Un fils qui est un Eury. Mais ce qu'Armand n'a jamais dit, c'est que le loup qui habite dans le corps de son fils s'appelle la mère des louves. C'est-à-dire que je cherchais un petit peu à étoffer notamment les capacités, que la jauge de prégnance, quand elle augmente, il y a des capacités. Je cherchais quelque chose de sympa, etc. Et tiens, alors que je me dise pas, que je ne massacre pas son nom, parce qu'il a presque à une voyelle près le même nom que l'un des personnages historiques liés à l'affaire du Gévaudan. Donc Daniel, la méthode du docteur Chastel, donc c'est Daniel Chastel, un truc comme ça, je sais plus. Chastel. C'est Chastel. Ah bah c'est Chastel. Voilà, à chaque fois je me gourre, à chaque fois je me fais avoir. Bref, l'auteur de la méthode du docteur, qui m'a dit. Tiens, pourquoi tu ferais pas un truc autour de mémoire, d'atavique, des choses comme ça. Je fais c'est pas con. Et alors bizarrement, à cette époque-là, je te promets, j'ai pas du tout pensé à Nephilim. J'avais Highlander dans la tête. Tu vois, t'as ton épisode et puis t'as au-delà de ça, t'as ton épisode et puis t'as ce flashback un peu comme un clip, presque très court, hein, en général, qui fait 2-3 minutes, pas plus, et qui t'explique qui c'est ce mec-là, pourquoi on est là, qui te suit les dessous de l'intrigue. Et je me suis dit, tiens, ça a été le point de départ. Après, je sais, moi, c'était vraiment ma vision du truc. C'est-à-dire, tu as ton scénario et tu vas avoir un flashback qui va expliquer ou donner des indices. Après, effectivement, tu te rends compte que en fait, tu peux même étendre ça. Et pourquoi pas jouer à une autre époque et pourquoi pas, et tout en faisant d'autres flashbacks encore auparavant. Mais voilà, bien sûr que tu peux. Et en fait, là où moi, ça m'a ouvert vraiment une porte. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'avais cette histoire de vivre ensemble. J'avais cette histoire d'essayer d'exploiter le folklore d'une région. Et quelques éléments historiques, si tu veux. Et là, ça a ouvert la porte mais en fait, comme dans Highlander, finalement, on ne va pas se contenter juste d'utiliser le fait qu'il y ait des menhirs ou des ruines archéologiques. On va sauter et aller jouer une scène dans ce décor-là. Et en plus, ça te permet souvent de bousculer un peu les joueurs. C'est-à-dire que tu leur donnes des personnages qui n'ont rien à voir avec ceux qui jouent en contemporain, qui sont l'opposé. L'alpha, c'est plus l'alpha, le machin, un truc. Bon, la petite fille, c'est une grand-mère, etc., etc. Tu peux changer homme, femme, enfin bon, tu peux t'amuser, tu peux faire plein de choses de ce côté-là. Et puis, il y a, par exemple, si tu vas sur une époque, souvent les scénarios de meute vont être des enquêtes occultes. Là, tu as envie de mettre, tu sais ce que dit souvent le Grump, il dit quand le rythme s'endort un peu ou quoi, balance les ninjas. Bon, plutôt que de balancer des ninjas, tu remontes dans le temps et tu mets, par exemple, vous êtes des chevaliers, là il y a un combat, tu as envie d'avoir un peu une scène d'action un peu forte et tout. Elle serait un petit peu artificielle peut-être dans ton enquête contemporaine, tu vois, posée. Et oui, mais le flashback te permet, vous êtes complètement d'autres persos, vous avez une épée et un bouclier, c'est pas pour faire joli, enfin tu vois, etc., etc. Ça dure pas des masses parce qu'en plus le combat dans Meute il dure pas très très longtemps, hein. Mais voilà, ça te permet de faire pas mal de choses mais ça n'a pas fait partie des premières idées que j'ai eues, des éléments constituants. C'est arrivé un petit peu après et oui, ça a ouvert une porte par contre qui est extrêmement riche
et qui a apporté beaucoup au jeu. Mais d'où l'idée d'essayer de récupérer les idées quand il y a des gens qui essayent le jeu, qui en parlent avec toi. Et après, la difficulté, c'est de trier. La vraie difficulté, c'est de trier, en fait. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir prêté vos oreilles jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à noter selon les modalités de votre plateforme d'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast. Vous trouverez en description un lien vers mes réseaux et mon site où je publie les sources et les crédits de cet épisode. Et si vous désirez, pouvez-vous permettre de soutenir mon travail, ponctuellement ou régulièrement. Il y a également un lien vers mon Tipeee. On se retrouve très vite, et n'oubliez pas, rêver, c'est résister.